Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. J-8 avant le second tour de l'élection présidentielle du 21 février au Niger. Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, poursuit sa campagne électorale. Il s'est récemment rendu à Taoua, dans le centre-ouest du pays, pour présenter son programme social aux populations. Les microfinances opérant au Togo jouent la carte de la prudence. Les systèmes financiers décentralisés ont choisi de réduire l'attribution des crédits accordés à la clientèle durant les 9 premiers mois de l'année 2020. Raison invoquée, limiter les pertes en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19. Et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA a pris fin le 11 février au Qatar. À l'issue de cette compétition, c'est le club allemand du Bayern Munich qui a été sacré champion. Mais le club égyptien Al Ahly n'a pas démérité en arrivant 3e sur les 7 équipes participantes. Mais tout d'abord, au Mali, les autorités de transition se sont engagées à mettre en application sur le terrain les termes de l'accord de paix d'Alger signé en 2015 entre le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad. Cet engagement a été pris le 11 février par le ministre malien de la Réconciliation, Ismaël Ouagué, lors de la réunion du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation qui s'est tenu pour la première fois à Kidal, dans le nord du pays, ce qui représente un signe d'espoir. Les autorités ont également annoncé un nouveau processus dit de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, prévoyant l'intégration des groupes armés dans l'armée malienne. Notons que cette réunion s'est tenue à quelques jours du sommet du G5 Sahel prévu les 15 et 16 février à N'Djamena au Tchad. La campagne électorale se poursuit au Niger en vue du second tour de l'élection présidentielle du 21 février. Après Dosso, Mohamed Bazoum s'est rendu à Taoua, dans le centre-ouest du pays. Le candidat du parti au pouvoir a présenté son programme riche en actions sociales aux populations de la région. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. En campagne pour le second tour de la présidentielle dans la région de Tawa, au centre-ouest du pays, la coalition Bazoum 2021 et alliés ont organisé un grand meeting dans la commune urbaine de Tawa. Le candidat Mohamed Bazoum a tenu à remercier les militants de son parti, le PNDS Tareya, et les alliés pour l'avoir crédité de 650 000 voix pendant le premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Yo! Nazo Tare Deni. Aujourd'hui, je suis ici avec les politiciens les plus aguerris du Niger, qui ont du monde avec eux, Albade Abouba, Senigomar. Ce second tour de la présidentielle, c'est celui de la victoire. Nous allons gagner ces élections. Mohamed Bazoum a présenté son offre politique, notamment ce qu'il entend faire aux Nigériens dans tous les domaines. Entre autres promesses du candidat du PNDS Tareya à Tawa, la création du tronçon Dogondouchi-Sernawa, un hôpital de référence dans la ville, des investissements dans les domaines de l'éducation, l'agriculture, mais également les infrastructures. Tous les engagements que le président Issoufou a faits, nous allons faire encore plus par la grâce de Dieu. Nous allons le réussir car nous avons les moyens financiers pour le faire. Nous allons faire plus que ce que le président Issoufou a déjà fait. Pour rappel, Mohamed Bazoum, arrivé en tête au premier tour avec environ 40% des voix, sera face à l'ancien président Mahaman Ousmane le 21 février 2021 pour le second tour de la présidentielle.
Également dans l'actualité au Sénégal, 4 présumés djihadistes ont été arrêtés le mois dernier à Kidira, ville frontalière du Mali. Toutes ces personnes ont été écrouées pour les besoins de l'enquête. Les 4 hommes arrêtés par les groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention sont poursuivis notamment pour association de malfaiteurs et actes d'appui au terrorisme. Tous sont soupçonnés d'être liés à la Katiba du Massina dirigée par le djihadiste malien Amadou Koufa. La visite officielle du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh en France a pris fin ce vendredi 12 février. Un court séjour placé sous le signe des affaires et de la renégociation de l'accord de défense avec Paris. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a ainsi déjeuné avec son homologue français Emmanuel Macron ce vendredi au palais de l'Élysée. Après avoir rencontré précédemment, rappelons-le, le patronat français et les ministres des Affaires étrangères et des Armées. Le point sur ce renforcement de la coopération bilatérale entre la France et Djibouti avec Alexis Mohamed, conseiller spécial du président Ismaël Omar Guelleh. La visite officielle du président de la République du Djibouti, donc d'un pays souverain, et j'insiste, auprès de son homologue français, est la preuve du fort lien qui existe entre les deux pays. Elle se fait aussi l'occasion d'échanger sur de nombreux points, à la fois sur le plan économique, mais également sur celui de la défense. Et le discours d'ailleurs du chef de l'État à l'occasion de sa énième rencontre avec le patronat français, il me paraît historique puisqu'il rappelle la nécessité aujourd'hui de voir, entre autres, ces pays amis qu'est la France jouer un rôle prépondérant dans notre développement économique, tout en soulignant bien évidemment de l'importance à inscrire cette démarche dans un partenariat en bonne intelligence. Il enlève également tout doute qui subsisterait, selon des médias aux analyses biaisées, sur notre dette en raison tout simplement de nombreux investissements relatifs à notre développement économique. Et j'insiste aussi, comme je l'ai toujours dit, que la République de Djibouti ne pratique ni une politique d'exclusion, encore moins celle d'une éventuelle exclusivité, comme le chef de l'État l'a répété d'ailleurs. D'autre part, il me paraît aussi essentiel de rappeler que la République de Djibouti est avant tout souveraine pour faire aussi les choix de ses partenaires et que l'offensive économique chinoise à Djibouti ou ailleurs résulte, comme je l'ai toujours dit là aussi, avant toute chose, de l'absence des autres partenaires. La République du Congo connaîtra sa prochaine élection présidentielle le 21 mars 2021. C'est dans ce contexte que la Direction générale des affaires électorales a procédé le 8 février à la clôture de l'opération d'enregistrement des candidatures. 8 dossiers ont été validés, dont celui du président sortant, Denis Sassou Nguesso. Alors, qui sont ces challengers? Éléments de réponse avec Amenedj. Ils sont au nombre de 8 à entrer en liste dans le cadre de la prochaine présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo. L'opération d'enregistrement des candidatures a été bouclée par la Direction générale des affaires électorales le 8 février. Parmi les personnalités politiques concernées, le président Denis Sassou Nguesso a 77 ans, né à son 4e mandat depuis 1997. Je crains fort que les prochaines élections présidentielles au Congo-Brazzaville soient un rendez-vous manqué du renouvellement de la classe politique de ce pays, meurtri par une démocratie ethno-tribale, cristallisée parfois par la violence politique. On se rappelle déjà des tensions entre le professeur Pascal Lissouba et l'actuel président Denis Sassou Nguesso et Bena Correa en 1997. Et la majeure partie des candidats, y compris Mathias Zon et également le fils aîné de Bena Correa, sont tous des anciens du système politique. Il est donc évident en réalité que les personnalités politiques ne seront pas jugées sur leur capacité. Il s'agit réellement du procès de tout un système politique qui a été mis en place. Parmi les challengers du président de la République du Congo, Dave Mafula, 38 ans, est le plus jeune des candidats. Déchu aux législatives de 2017, il est surnommé le candidat de l'audace. Mathias Zon a été ministre des Finances entre 1997 et 2002. Il vise la magistrature suprême à 73 ans. Dans la foulée, Guy Brice Parfait Kolelas, qui s'est classé 2e
à la dernière présidentielle, entend remporter ce scrutin. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso se verra compétir avec son ancien aide de camp Albert Onyangue, le député à l'Assemblée nationale Joseph Kiyombi Kiyambougou et l'inspecteur principal des douanes Angios Gangia Ngambe, sans oublier Michel Mboussi-Ngouari, candidat de la Convention des partis républicains en 2016. Je crains fort que ce scrutin présidentiel soit boycotté par l'ensemble des Congolais, car il n'y a quasiment pas d'enjeu. Vous avez une opposition désunie, un manque de stratégie cohérente, d'alternative au pouvoir. Chacun des candidats a versé la caution de 25 millions de francs CFA, l'équivalent de 38 000 euros pour participer au scrutin. Pour l'heure, certaines grandes instances émettent des réserves sur l'organisation, la transparence et la crédibilité de cette élection. À noter que selon la Constitution, Denis Sassou Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle pour la dernière fois en 2026. Au Togo, les structures de microfinance ont significativement baissé les crédits à la clientèle durant les 9 premiers mois de l'année 2020. Objectif visé, faire preuve de prudence et limiter les dégâts qui pourraient être causés par la crise sanitaire liée à la Covid-19 à long terme. Les explications de Amenedj. Face à la persistance de la crise sanitaire du Covid-19, les structures de microfinance au Togo ont procédé à la baisse des crédits accordés à la clientèle durant les 9 premiers mois de 2020. À cet effet, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest révèle que l'encours des crédits s'est légèrement tassé à fin septembre 2020 de 0,7% selon les dernières statistiques, alors qu'il connaissait une croissance à 2 chiffres depuis 3 ans. Donc ceci dit, avec la crise sanitaire de la Covid, dans les premiers mois jusqu'au 10e mois, c'est normal que ces institutions-là prennent un peu panique et vu les effets néfastes qu'aurait la crise de la Covid sur les activités économiques, notamment ceux qui sont dans le secteur informel. Une contre-performance imputable aux effets immédiats de la crise sanitaire apparue dans un contexte d'augmentation des crédits en souffrance dans tout l'espace UEMOA, se traduisant par un taux brut de dégradation du portefeuille chiffré à 9,1% contre 7,6% à fin septembre 2019, bien au-dessus de la norme de 3% fixée. Il faut rappeler que rapidement, il y avait des annonces qu'on aurait des vaccins vers la fin de l'année 2020 et ce qui a redonné un peu de courage et ça a permis la reprise des activités. Il faut aussi dire que le continent africain n'est pas réellement touché comme les autres pays et donc les prévisions à la baisse des activités économiques n'ont pas été effectivement observées. Les systèmes financiers décentralisés ont réduit l'attribution des crédits pour plus de prudence. Ceci n'a d'ailleurs pas freiné la détermination des investisseurs et déposants qui ont maintenu la tendance haussière des dépôts évaluée à 20,3 milliards de francs CFA de progression, soit 8,7% de croissance en glissement annuel. La Coupe du monde des clubs de la FIFA s'est tenue du 1er au 11 février au Qatar. C'est le club allemand Bayern Munich qui a remporté la compétition, mais le club égyptien Al Ahly n'a pas démérité. Le champion d'Afrique a terminé sur la 3e marche du podium. Retour sur cette compétition avec José Douglas. Il faut d'abord noter que cette épreuve rassemblait les clubs champions des 6 confédérations continentales de football. Cette année, ce n'était pas 7, mais 6 équipes qui étaient présentes. Celle d'Auckland, qui devait représenter l'Océanie, a dû renoncer au déplacement. Et parmi les 6 équipes, notons Palmeiras du Brésil, Tigre du Mexique, Al Ahly de l'Égypte, Islan Uday FC de Corée du Sud, Bayern de Munich d'Allemagne et le champion du pays hôte, Al Duhail SC du Qatar. Après avoir battu Al Duhail SC du Qatar 1-0, les Égyptiens d'Al Ahly se sont fait battre par le Bayern 2-0 grâce à Robert Lewandowski qui inscrit les 2 buts de la victoire pour propulser son équipe en finale. Avant la finale, les Égyptiens d'Al Ahly battaient sur tir au but 3-2 les Brésiliens de Palmeiras pour la 3e place, 0-0 au temps réglementaire. En regardant jouer Al Ahly, on s'aperçoit que Mo Salah n'est pas un cas isolé, mais plutôt la preuve des progrès accomplis par le football égyptien pour former des joueurs de plus en plus compétitifs. Et à mon avis, ce n'est pas terminé. Une équipe égyptienne d'Al Ahly sur qui il faudra compter pour d'autres exploits sur l'échiquier continental. Nous devons reproduire ce genre de performance la semaine prochaine en Ligue des champions de la CAF et oublier ce que nous avons fait durant cette Coupe du monde des clubs.
Le Bayern remporte la finale 1-0 face aux Tigres du Mexique d'André-Pierre Gignac et sans leur défenseur central Jérôme Boateng, frère de Kevin Prince Boateng, rentré d'urgence en Allemagne car son ex-compagne, la belle Kasia Lennart, a été retrouvée morte dans son appartement à Berlin. Boateng qui avait annoncé la fin de son aventure amoureuse avec Kasia Lennart, âgée de 25 ans. Selon la police, la thèse du suicide serait une hypothèse probable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.